Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, Litecoin, UTK, ADA qui sont les 5 habituels que je fais. Je vais également parler de Cake, ZEC, Quantum One, et puis parce que vous m'avez demandé ça dans la vidéo de la semaine passée, et puis je parlais aussi vite fait de Link et Eve, vu que j'en avais parlé dans la vidéo de lundi, un peu voir comment est-ce que ça a évolué depuis. On est sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Pour la première personne qui aura la chance d'utiliser le code unique qui se situe dans la description, et cette personne aura droit à 0.005 BTC tradable sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a le lien dans la description. Et en utilisant le code LCG, vous avez également droit à 50% en plus sur vos dépôts. Alors attention, parce que si vous utilisez un deuxième code après avoir utilisé le code unique, en fait le code unique va être annulé, donc ne le faites pas. Et ceci étant dit, avant de faire la petite analyse, ce que je voulais faire, c'était parler d'un sujet qui est le 1% de gens qui possèdent le plus de Bitcoin au monde. Alors le titre de la vidéo va certainement s'intituler « Faites-vous partie des 1%» Je sais pas, il faut que j'essaie de trouver un moyen de faire un peu du putaclic et d'attirer des gens sur la chaîne, mais derrière le putaclic, je voudrais quand même essayer d'avoir un propos qui est intéressant, enfin, que j'espère sera un peu intéressant. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, en fait, n'hésitez pas à directement utiliser la barre de défilement pour aller à la partie analyse. Donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir combien de Bitcoin. Tout d'abord, la première question qui est intéressante, c'est de savoir combien de Bitcoin il vous faut pour faire partie du 1% de la population mondiale qui possédera le plus de Bitcoin. Donc ici il y a un tweet qui a été posté par, je sais pas, il y a le nom de la personne, Levison, Jake Levison, il faudra retrouver son Twitter. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vu que je commence à être, enfin je suis pas un peu plus actif, mais j'essaie de faire attention. Enfin, je suis un peu actif, je ne suis pas plus actif, mais je suis un peu actif, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Mais donc Levison, ce qu'il dit, c'est que pour faire partie du 1% des gens qui possèdent le plus de Bitcoin au monde, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est posséder 0.28 Bitcoin. Donc c'est pas énorme, même si aujourd'hui, en fait, 0.28 Bitcoin, je crois que ça représente un truc du genre 15 000 $, donc ça reste assez conséquent par rapport à par rapport à l'année passée, en fait, où ça valait pas grand-chose. Surtout au même moment où il y avait le crash, c'est-à-dire qu'à l'époque ça valait 1000 $, maintenant ça en veut 15 000, donc il y a quand même une grosse... Au passage, voilà, c'est l'anniversaire du crack de Bitcoin, et c'était il y a tout pile un an. Mais donc ce qu'il dit avec ce tweet, c'est qu'en ayant 0.28 Bitcoin, en fait vous faites partie des 1% du monde qui seront jamais capables, enfin 1%... fait partie des 1% et que le reste les 99 autres pourcents ne seront pas capables d'avoir plus de Bitcoin que vous. Et donc la logique derrière ça, en fait, c'est quoi? Sa logique derrière tout ça, c'est de se dire que il y a plus ou moins 7 milliards de personnes sur Terre, et que bon, si on prend 1% de 7 milliards, ça fait 70 millions, et que vu qu'il y a 21 millions de Bitcoin, donc si on divise 21 millions par 70 millions, en fait ça fait 0.3 Bitcoin. Donc ça fait pas 0.28, mais je crois qu'il a pris dans ses calculs le fait qu'il y ait quand même un ensemble de Bitcoin qui sont probablement perdus à jamais, et que c'est comme ça qu'il est arrivé au chiffre de 0.28 BTC. Donc ça c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant pour être noté, et vous pouvez vous poser la question, parce qu'on fait tous partie du crypto-monde, entre guillemets, on fait tous partie de la cryptosphère, et la première chose que vous pouvez vous demander en tant qu'investisseur, en tant que trader ou autre, c'est est-ce que je fais partie de ces 1%? Est-ce que j'ai justement 0.28 BTC? Moi je pense personnellement qu'avant de commencer à faire... avant de trader, avant de commencer à faire le fou, posséder 0.28 BTC, en fait, ce serait une bonne base. Je me souviens qu'à l'époque, Charlie Lee, donc, qui est le créateur de Litecoin, avait dit, avant de commencer à faire, je crois qu'il avait dit, avant de commencer à trader les alts, vous devriez posséder au moins un Bitcoin. À mon sens, ça fait, selon moi, ça fait totalement sens de suivre cette logique, quoi, avant de commencer à perdre. Et Dieu sait que c'est arrivé à tout le monde, moi le premier, de perdre énormément d'argent en trading. Au fur et à mesure, je me suis quand même refait. Mais l'idée, c'est de se dire, ok,
si j'ai une certaine somme de Bitcoin sur le côté, eh ben cette somme-là, j'y touche pas et ça sert en fait à un investissement long terme. Donc, personnellement, je suis pas super fan de cette idée de faire partie des 1% en possédant juste 0.28 BTC. Mais c'est une façon de voir les choses. Alors pourquoi je suis pas super fan de ça? C'est tout simplement que parmi les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, ça englobe vraiment l'ensemble du monde. Or, dans cette partie du monde, il y aura quand même toutes les personnes qui ont... Enfin, les mineurs sont ceux qui ont 16-17 ans peuvent acheter du Bitcoin, à mon avis, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on va dire qu'il y a un ensemble de personnes qu'on ne peut pas prendre en compte, à savoir déjà toutes les personnes qui ont 10 ans, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas de Bitcoin, toutes les personnes qui sont trop âgées pour ça, toutes les personnes qui sont non concernées par ça. Donc ça crée un ensemble, enfin que ce soit les personnes qui sont d'un certain âge ou autres, ou d'une certaine condition sociale, ou simplement qui vivent un peu dans leur propre monde et qui n'ont jamais entendu parler du Bitcoin. Ça crée en fait un ensemble de personnes qu'on ne peut pas prendre en compte là-dedans. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est un peu de regarder Bitcoin Explorer. Donc ce site, c'est bitinfochart.com. C'est assez simple, hein, vous tapez bitinfochart dans Google, vous allez tomber dessus. Et de regarder dans l'onglet Bitcoin et de regarder en fait le nombre d'adresses qu'il y a en utilisation. Donc on peut voir qu'il y a quand même 32 millions d'adresses qui ont plus de 1 dollar de Bitcoin. Et ensuite qu'il y a 15 millions d'adresses qui ont plus de 100 dollars de Bitcoin, 6 millions d'adresses qui ont plus de 1000 dollars de Bitcoin, 2 millions d'adresses qui ont plus de 10 000 dollars de Bitcoin, 500 000 adresses qui ont plus de 100 millions. J'ai fait le compte, ça fait un truc du genre 70 millions d'adresses, plus ou moins. Alors, j'avais écouté une vidéo de Dan Held, j'en avais parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines, c'est le type qui a théorisé le super cycle de Bitcoin, enfin c'est du moins le gars qui a mis un nom dessus. Et selon lui, selon ses estimations, après ce sont des estimations à prendre avec des pincettes, c'est que selon lui, il y a davantage 100 millions de personnes qui utilisent dans le monde entier les crypto-monnaies. Donc là, il prend un chiffre qui est basé davantage sur tous les utilisateurs des exchanges, tous ceux qui possèdent un wallet BTC, parce qu'en dehors de ça, il y a des gens en fait qui n'ont pas aussi de wallet BTC, c'est aussi fou que ça puisse paraître. Il y a des gens en fait qui sont pas intéressés du tout par posséder du Bitcoin, ils préfèrent posséder de l'Ethereum, et c'est tout à fait compréhensible. À côté de ça, aussi des gens qui ont juste un compte sur un exchange, et il avait un chiffre de plus ou moins 100 millions de personnes. Donc ici on a 70 millions d'adresses BTC, lui il a un chiffre de 100 millions de personnes, et donc ça donnerait davantage un chiffre il y a 100 millions d'utilisateurs dans les cryptos aujourd'hui. Alors ce nombre est amené à évoluer, il évoluera j'espère un jour vers 150, 200, 300, etc., 500 millions de personnes, parce que plus il y a de gens en fait qui commencent à croire aux cryptos, en fait ça veut dire tout simplement que l'adoption arrivera, et que peut-être qu'il va y avoir vraiment un bouleversement au niveau du paradigme, et qu'on arrivera dans une nouvelle ère qui sera davantage une ère beaucoup plus crypto. Et c'est vrai que chaque année, alors moi je suis arrivé dans le monde des cryptos en 2017, mais excusez-moi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà en 2017, on parlait un peu de la bulle, on parlait d'un asset qui n'était pas mûr, et aujourd'hui on commence à vraiment voir des gens, des projets qui sont bien, et qui sont totalement différents de ce qu'on avait à l'époque, à savoir tout ce qui était ICO et vraiment shitcoin. Aujourd'hui on a vraiment un développement, on a des projets qui commencent à vraiment évoluer, notamment sur la blockchain d'Ethereum, c'est-à-dire que tout le reste, tout ce qui est Solana, Polkadot, c'est pas encore tout à fait prêt. Avalanche, ça reste encore un truc qui est totalement hypothétique, et donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'idée de 100 millions. Alors 100 millions d'utilisateurs, si on prend 1%, ça fait 1 million de personnes. 1 million de personnes, si on divise par les 21 millions de bitcoins qu'il n'y aura jamais, ça fait 21 bitcoins. Donc à ce niveau-là, par rapport aux 1% des utilisateurs des cryptos, pour se situer dans le top 1%, en fait, il faut vraiment faut avoir 27 bitcoins. Alors 21 bitcoins, ça commence à faire beaucoup. Et on peut voir ici que le nombre de personnes, le nombre d'adresses qui ont plus de plus de 10 bitcoins est au nombre de seulement 131 000. Et donc on est quand même un peu loin. Alors même si on ajoute ça fait plus ou moins 150 000.
on est quand même loin du million qui représente les 1 million, les 1% des 100 millions dont j'ai parlé un peu avant. Donc se dire que voilà, avec 21 bitcoins on fait partie des 1%, ça c'est certain. Et une métrique qui serait plus normale, on va dire, ce serait d'utiliser, de regarder où se situent les 1%. Donc si on additionne, déjà on peut voir qu'il n'y a que 2 adresses qui ont plus de 100 000 bitcoins. Ensuite il y a 88 adresses qui ont plus de 10 000 bitcoins. 2000 adresses qui ont plus de 1000 bitcoins, etc. Donc quand on prend les 1 million, comment est-ce qu'on fait pour arriver à 1 million? On additionne tout ça, on peut se dire qu'on arrive plus ou moins à la limite des 1 BTC. Et 1 BTC, ça rejoint également ce qu'a dit Charlie Lee, et je pense que ça c'est très important aussi, et c'est un but que chaque personne qui croit en Bitcoin, qui vraiment croit au futur des cryptos, en fait, se devrait d'avoir en tête. Alors je parle de but, mais je tiens à préciser que ça dépend de tout un chacun. C'est-à-dire que moi j'ai une chaîne qui est vraiment centrée sur tout ce qui est trading. Je parle pas vraiment des fondamentaux, même si j'ai toujours lu, mais je commence à vraiment me lire beaucoup plus sur pas seulement les cryptos, mais sur les finances, sur le monde de la finance, sur la monnaie en général. Je commence à vraiment lire beaucoup plus dessus. Et c'est pour ça aussi que je fais ce genre de petits blabla qui, moi, j'imagine que certains le passeront, que d'autres ne l'écouteront pas, mais c'est pour ça que je le fais aussi, c'est pour partager, c'est-à-dire que je veux aussi faire un résumé de livre, d'un livre qui s'appelle La mort de l'argent. Je trouve que c'est super intéressant. J'ai parlé déjà un peu du hasard sauvage de Nassim Taleb, et c'est pour ça en fait que j'ai envie d'un peu partager, même si j'imagine qu'il y a des gens qui skippent directement ce genre de choses. Et pour se placer dans les 1% vraiment des gens, donc faire partie de ces 1%, il faudrait vraiment avoir un Bitcoin, et je pense que c'est un but intéressant à avoir en tête, un Bitcoin. Alors comme j'ai dit, ce but, il est tout à fait... il est personnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à trader avec 100-200 $, et j'imagine que leur but c'est simplement de transformer ces 100-200 $ en peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 $. Et au fur et à mesure, peut-être une fois qu'ils seront arrivés à ce but, tu vois, peut-être que ça prendra 2-3 ans. Une fois qu'ils auront ce but, au bout de 3-4 ans en plus, arriver à 20 000 $. Et là, ils comptent peut-être pas en Bitcoin, ils comptent davantage en dollars. Et chacun a son propre but. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Moi, c'est simplement un but que personnellement... si j'avais pas un BTC, c'est ça vers ça que je voudrais tendre. Voilà, ça c'est tout. Et la dernière chose dont je voulais parler, et je déborde un peu, mais c'est que toute cette masse, donc tous ces gens qui ont moins de 1 Bitcoin, donc c'est 99%, c'est-à-dire c'est, on va dire plus ou moins, on va dire grosso modo, c'est 99 millions d'utilisateurs restants. Ce qui est intéressant, c'est que ces 99 millions d'utilisateurs, à eux tout seuls, ils représentent probablement moins en masse monétaire que le 1% qui reste. Et aussi, il faut savoir, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là qu'on se dit que tous ceux qui font partie de ces, on va dire 80%, 90%, j'ai dit 90, 99, et ben voilà, c'est la Belgique qui revient. C'est 99% du coup, et ben je m'en fous, je continue sur les 99. C'est 99%. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que leur exposition monétaire soit minime, en fait, c'est cette masse de 99% en fait, qui fait monter le prix, et qui fait monter le prix au bénéfice de ceux qui possèdent le plus. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ceux qui possèdent le moins, mais qui représentent le plus grand nombre de personnes, ce sont ceux-là qui font grimper le cours du Bitcoin notamment, qui font en sorte qu'il monte, et ceux à qui ça profite, c'est pas forcément eux, ça leur profite à eux dans à leur propre échelle. Comme j'ai dit, chacun a ses propres finances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont simplement 200-300 €, mais s'ils arrivent à transformer ça en 5000 €, bah voilà, c'est bien. Mais il faut se rendre compte à l'évidence que ça c'est comme sur le marché des actions, c'est que le gros des gens qui sont investis à petite échelle, en fait, font monter le prix au bénéfice de tous ceux qui ont la grosse masse monétaire dans Bitcoin. Et donc à ce niveau-là, il faut se poser la question à qui ça profite. En fait, ça profite à tous ces gens-là.
Même si, et ça c'est quelque chose qui est intéressant, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que vous pouvez regarder également Top Dormant for 5 Years Bitcoin Addresses, et en cliquant dessus, en fait, vous allez arriver à toutes les adresses en fait qui n'ont pas de transaction depuis. Alors là, on peut voir. Hein, tout ça, c'est des adresses Bitcoin qui ont miné, mais qui ont reçu aussi des paiements. Et on peut voir notamment avec ceux-là. Last in, c'était il y a 4 jours. Donc il y a des gens encore qui versent des centimes d'USD à cette adresse. C'est assez intéressant. Mais c'est des adresses en fait qui n'ont jamais retiré de l'argent. C'est-à-dire que là, il y a 80 000 bitcoins qui n'ont jamais bougé. C'est 0,4% du supply total de bitcoin. Et ça n'a jamais bougé, et on se dit que la personne qui est derrière cette adresse a perdu ses coins, ou est morte, ou a oublié, a dû perdre ses codes, ou est décédé. Même chose pour la deuxième adresse, il n'y a jamais eu de retrait à aucun moment. Sur la troisième adresse qui a 31 000 bitcoins, il y a eu un retrait en 2010, et en dehors de ça, toutes les adresses dans le top 19, ici il y a un retrait en 2010, un retrait en 2014, et en gros tout ça ce sont des adresses dormantes depuis 5 ans. Et quand on fait le total, il y a un nombre incalculable de BTC, je sais pas il y en a pour combien de milliards, mais c'est assez impressionnant, et je trouve ça assez rigolo, donc vous pouvez regarder également BitInfoChart, je trouve que c'est vraiment... il y a vraiment de quoi... chercher loin et se dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui continuent à envoyer de l'argent. Par exemple, cette adresse, il y a des gens qui continuent encore, et il y a eu un envoi il y a 4 jours, qui continuent à envoyer à cette adresse, et ça fera peut-être aussi l'objet d'une future discussion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet, et on va parler directement de l'analyse de Bitcoin et des différentes cryptos que vous m'avez demandé. Alors ça va être une vidéo qui va faire certainement plus de 30 minutes, et je suis désolé. Voilà. Alors, Bitcoin, tout d'abord, ça c'est ce que j'avais tracé lundi. J'avais dit, bon là, je pensais simplement qu'on va remonter. On a été chercher, et on va regarder aussi dans un autre chart les niveaux que j'avais dessinés. Ça s'est super bien passé. Pour le moment, il y a un peu cette peur de se dire, ah punaise, on est en train de faire un double top, ce qui n'est pas impossible. Mais pour moi, j'aurais tendance à me dire qu'on va davantage vraiment aller chercher le all-time high prochainement. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais à ce niveau-là, j'ai pas très bien tradé cette semaine. Enfin, j'ai pas très bien tradé. En fait, si j'ai bien tradé, mais en fait, j'ai pas tradé justement parce que j'ai bien tradé. Dans le sens où j'attendais une retrace de la zone, hein, c'est-à-dire que j'en ai parlé ici. C'était la résistance qu'on était venu taper plusieurs fois. J'avais dit une fois, si on revient à nouveau chercher au-dessus, j'achète un retest. On n'a pas eu le retest, donc j'ai pas pris d'achat. Et c'est parti sans moi. Donc du coup, à ce niveau-là, j'ai suivi mon plan de trade, mais j'ai pas pu prendre le trade justement à cause de mon plan de trade, où j'ai pas eu l'opportunité d'acheter. En dehors de ça, on a eu un petit dump ici, et ça, sinon, on va regarder d'abord ce que ça donne en hebdo, pour faire ça dans le bon ordre. Voilà, hebdo, rien à dire, toujours très bon. On est sous résistance, donc il faut faire attention, c'est pas forcément l'endroit où il faudrait prendre des longs, quoique, et on va regarder ça en intraday. Mais en hebdo, ouais, voilà, rien à dire. Dans le pire des cas, on dump, et on peut se dire qu'on a éventuellement du support à 45 000. Est-ce qu'on va venir chercher les 45 000? Je sais pas, mais sachant que c'était il y a 2 semaines, et que depuis on a fait 10 000 $ en plus, voilà, il fallait se dire que ici c'était vraiment l'endroit où il fallait acheter. Et moi je me sens vraiment con, parce que j'ai acheté ici, j'ai revendu là, et en fait j'aurais pas dû revendre aussitôt. Bref, c'est un tort. Quand je regarde mon journal de trading, je m'en rends compte que j'ai ce tort qui est de vendre trop tôt. Et je pense que tous ceux qui suivent sur la chaîne en fait peuvent être d'accord avec moi. Ceci dit, je préfère vendre trop tôt plutôt que ne pas vendre du tout, ou voire vendre à perte. Bref, je pense que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un jeu sur la durée. C'est vraiment un jeu pour moi. Et l'idée, c'est au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être faire partie de c'est 1%. Donc voilà. En daily, en daily, on a cette zone. J'avais défini ça comme une zone
de résistance, on est pile poil dessus, et si on regarde en daily maintenant, l'endroit où est-ce qu'on pourrait se dire, on pourrait passer acheteur, on a ce range, hein, on a haut du range, bas du range, on peut voir que c'est quelque chose d'assez bien. Si on casse le range, à partir de ce moment-là, c'est nouveau all-time high, et on devrait aller assez vite, je pense. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller, je ne sais pas, mais ce sera un mouvement de continuation. Où est-ce que je voudrais prendre des longs en voyant ce chart? C'est encore la même chose, c'était la zone d'entrée que je m'étais définie lundi, et c'est vraiment ici, en me disant, voilà, si on revient chercher les 51, 52 000, c'est vraiment ici que je voudrais prendre une position long. J'ai pas forcément envie de shorter ça, vu qu'on est all-time high et que il suffit, enfin on pourrait tellement vite. Ce que je disais donc, c'est que je n'ai pas forcément envie de shorter ça, dans le sens où on est justement all-time high et que moi j'ai pas l'impression qu'on va faire un double top. Donc si jamais on revient vers 51 000, parfait, c'est là que je veux prendre une position. Et sinon, dès qu'on casse en fait ici, ce serait ça que je voudrais prendre. Après, ce qui serait intéressant en daily, justement, c'est que ici on temporise, qu'on fasse un début de retournement, qu'on fasse un truc comme ça, et là ça ferait quoi? Ça fait triangle ascendant, ta séance, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce serait assez positif justement pour Bitcoin. Ce qui n'est pas impossible, c'est, et ce serait assez bien en fait, c'est qu'on forme justement ce genre de figure, qu'on fasse une, puis on fasse un deuxième rebond, qu'on passe au-dessus, qu'on passe... Enfin, ce qui n'est pas impossible aussi, c'est quoi? C'est qu'on fasse hop, qu'on passe au-dessus, qu'on revienne, et ensuite qu'on refasse un truc comme ça. Et ça, ce serait aussi... C'est ce qui s'est passé sur Ethereum, hein, quand on était à 1500 $, et ça, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement voir aussi. Pour le moment, en daily, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On achète soit la formation d'une figure de triangle ascendant et la cassure, on attend le breakout. Soit on se dit, ok, on joue aussi l'idée de ce triangle ascendant si jamais on revient ici et acheter à 51 000. Ça, c'est la manière dont je verrai les choses sur Bitcoin en daily. Et daily, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du swing, qui veulent pas passer leur temps derrière les charts, et je vous comprends tout à fait. Maintenant en 4 heures, la manière dont on peut voir ça, honnêtement, on peut voir que ça, on avait ce sommet, on est venu directement retaper dessus, et maintenant on est sur cette ancienne zone de support. Donc on peut voir, hein, c'était support, on est passé en dessous, bom bom bom, on a eu la grosse retrace, on a toujours ce vide. Je vous avais parlé aussi du fait qu'on avait très peu de volume, et je vous avais dit ça ici, et qu'à mon avis, si on cassait ça, on allait très très vite chercher cette zone, et on a très très vite été la chercher une fois qu'on a eu la cassure ici. Donc on n'a pas eu la retrace, c'est dommage, bref. Et là, on est dans la liquidité en 4 heures, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si maintenant on casse les 55 000, ouais, on a encore du support ici, c'est du niveau, enfin, en 4 heures, c'est niveau par niveau, hein. C'est comme ça qu'il faut jouer le truc. Si on casse, ça je vais changer, hein. Hop. Si on casse les 55 000, du coup l'idée ce serait de venir chercher 53, et en dessous de ça c'est ici. Comme j'ai déjà dit, ici il y a pas mal de vide, et ça m'étonnerait pas encore que ça fasse encore un mouvement très rapide si on casse ça ici, avec une remontée qui pourrait être également aussi très très rapide, je pense. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin en 4 heures, hein. J'ai pas de setup, enfin, là c'était éventuellement le lot que vous auriez voulu acheter, et peut-être que déjà en fait à partir d'ici on va directement venir chercher un all-time high. Ça c'est une question. Voilà, Bitcoin c'est fait, Ethereum contre BTC, on va pas en parler parce qu'il se passe rien du tout, c'est-à-dire qu'on a eu un début de yeah, et puis là on est à nouveau passé en dessous, donc ça c'est pas bon du tout, c'est très très faible, donc on a eu le bounce, et si on regarde ça d'un point de vue support-résistance, ça donne quoi? Ouais, on pourrait même voir ça comme ça, enfin c'est pas génial, hein. Quoique on avait résistance ici, enfin, il faut voir ça comme ça. Première résistance avec sur la mèche, hein. On n'a même pas forcément fait de retest ici, on est directement venu remonter.
on peut voir qu'on a trouvé du support là, et du coup là ça fait résistance. Là on avait trouvé une petite base, on repasse en dessous, c'est pas positif pour Ethereum. Voilà, ce que j'avais dit en début de semaine par rapport à Ethereum qui pourrait éventuellement surperformer, c'est avéré être une erreur, et pas génial. Ethereum contre USD, et c'est ce que j'avais dit, hein. C'est-à-dire en début de semaine j'avais parlé du fait que Ethereum était en train de surperformer, et du coup il y a vraiment eu un... Enfin ça va vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire que ça switch de manière très très rapide, c'est-à-dire qu'on peut voir que Bitcoin, alors que le all-time high était ici, et qu'on a été le chercher, Ethereum, lorsque le all-time high était là, on n'a pas été le rechercher, donc on peut voir qu'il y a une faiblesse au niveau d'Ethereum, et ça c'est pas génial. Donc Ethereum... Enfin, il faut faire un choix, vous tradez soit Ethereum, soit Bitcoin, mais pas les deux, du moins contre la paire USD, et vu que Ethereum contre Bitcoin, ça donne pas grand-chose, c'est pas forcément quelque chose que je voudrais voir non plus. Litecoin contre Bitcoin, et toujours la même chose, hein, il fait un truc bizarre, et j'ai l'impression qu'on va avoir droit à un mouvement vers le bas qui risque d'être violent, et qu'on va remonter ensuite, après... moi, mon impression, c'est... Oh, et puis qu'on va avoir des acheteurs qui vont propulser à nouveau le prix vers le haut, qui vont se dire waouh, Litecoin est à je sais pas 2800 sat, et qui vont se dire ok, c'est un premium par rapport à tous ceux qui ont acheté depuis des lustres, un premium de enfin un prix sous le marché depuis, enfin tous les gens qui ont acheté ici en fait depuis tous les gens qui ont acheté depuis 2017. Imaginons qu'on vienne rechercher ça, oui, je pense que ça va attirer des acheteurs. Donc pas forcément intéressé. Du coup, par rapport à Litecoin contre USD, j'ai pas grand chose à dire non plus, hein. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. En fait, la manière dont on voit ça, ça serait plutôt comme ça. Donc c'est support, on casse, résistance, fake out, on va avoir un rejet, je sais pas. Ça pourrait tellement revenir à nouveau vers les 160 $. Là, il est un peu tôt pour en parler, hein, mais il suffirait aussi tout simplement qu'on récupère le niveau au cours des prochains jours, ou bien qu'on fasse quelque chose comme ça pour récupérer le niveau. En attendant, là ici c'est davantage une zone de short, je dirais, avec un stop ici, et c'est totalement jouable en fait pour ceux qui veulent le faire, hein. On va poser la question aussi, ouais mais moi j'ai pas envie de shorter, je le sens pas bien, est-ce qu'on peut être un bon trader sans shorter? Et tout à fait. Si vous êtes un trader unidirectionnel, c'est-à-dire que je connais des traders qui tout ce qu'ils font c'est prendre des longs, et ils sont très très bons dans ce qu'ils font, et il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Voilà, ça c'est tout, je vais pas en parler plus que ça. ADA contre BTC, je vous ai parlé du fait la semaine passée qu'on était sur support, ce qu'on pouvait faire c'était descendre ici, et une fois qu'on récupère le support, donc c'était quoi? C'était la chute. Si on récupère le support c'était bon, là on a eu la chute, on n'a pas encore récupéré le support, donc ça s'est passé plus ou moins comme je l'avais dit, mais j'ai pas encore de setup actionnable là-dessus, et si jamais on vient récupérer, ce qui est tout à fait possible, si on récupère le niveau, moi c'est comme ça que je voudrais jouer les choses quoi, sur ADA. ADA contre USD, et oh là là, waouh. Ah oui non mais là je suis contre ok, je vois toutes ces mèches et je m'inquiète, mais c'est parce que je suis par calculated by TradingView, donc c'est pas tout à fait pareil, mais ici je dirais qu'on a peut-être repris de la liquidité et qu'on va remonter, je suis pas sûr. UTK contre Bitcoin, toujours, alors on monte, on est en train d'effectuer éventuellement cette épaule tête épaule inversée, et je pense toujours qu'on va aller chercher les 1000 sat dans un premier temps, et si on est à casser au-dessus, ben ce serait bien, parce que là ça pourrait vraiment décoller. Honnêtement, ça c'est le genre de choses que vous voulez voir, c'est le genre d'alt sur lequel vous voulez être placé, parce que c'est des alts qui surperforment BTC, et si Bitcoin à un moment fait un pump, et malgré le pump de Bitcoin il a continué à surperformer, donc UTK moi je suis assez content, et ça pourrait en fait vraiment donner lieu à un mouvement où on va chercher et je sais qu'il y a des gens qui par rapport on va dire à la casse, bon je vais mettre ça par rapport au niveau actuel, mais c'est le genre de truc qui pourrait faire un 100%, voire plus, je ne sais pas, mais ouais, une UTK je suis assez positif dessus. Parler vite fait de Eve, j'en ai parlé
au début de la semaine, j'avais dit s'il récupère le niveau, on peut voir qu'on n'a pas récupéré le niveau. Et du coup, c'est ça aussi l'importance de faire un suivi, et c'est de se dire, et de ne pas acheter lorsqu'on est sous résistance, parce que justement, ce genre de mouvement peut arriver. Et ça pourrait arriver sur Bitcoin également, c'est-à-dire qu'on est sous résistance avec Bitcoin en ce moment, et ça pourrait arriver. Et ce que je voulais dire, c'est, voilà, on a ce genre de choses, donc il faut attendre tout simplement que ce soit à nouveau correct. En dehors de ça, donc du coup Eve, je suis pas intéressé, et j'avais parlé également de Link. Link, on arrive dans la zone où je me dis ok, ça peut être ici que je voudrais acheter, quoi. Et on peut voir qu'on y arrive. Donc j'en ai parlé, on n'y est pas encore, mais je garde ça à l'esprit pour jouer au moins un band, voire carrément un retournement. Et là ce serait un swing, et j'en avais parlé déjà, Link. Si on vient rechercher ça, on revient chercher la retrace des 80%. Hein. Donc allez, peut-être pas à 80, enfin ça dépend comment est-ce que je l'ai pas bien pris là. Mais si on prend de l'all-time high, ouais, c'est pas 80, ça fait 76, 75. Pour moi, ça ferait quand même sens, même si on peut voir qu'on n'est pas en situation de force sur Link. Et je crois qu'il y a des gens qui m'ont détesté, parce qu'à l'époque j'avais dit ouais, mais à un moment on va retracer, on va faire un Burj Khalifa, et on peut voir que c'est un peu plus ou moins ça. Ça fait un doigt d'honneur. Donc, si on trouve pas du support ici sur Link, et ce serait vraiment pas génial si on trouve pas de support, parce qu'on peut voir, hein, c'était quoi? C'était résistance, résistance, résistance. Si on ne trouve pas au moins un peu de support ici, ce serait malheureux. Donc c'est vraiment ici que je serais intéressé sur Link. On parlait ensuite vite fait de Cake.Zcash. Alors Zcash, je l'ai dans la liste. Zcash, non, il n'y a rien à dire là-dessus. Là je suis en hebdo, hein, donc on n'a toujours pas eu de retournement quel qu'il soit. On est sous la résistance. Si on récupère un moment, oui, peut-être là ce serait bien. Et ce que je voudrais voir, c'est une envolée des prix rapide. Mais en attendant, Zcash pour moi c'est un sujet, ça fait potentiellement partie de ces coins qui pourraient en fait ne jamais revenir dans le game. Donc vraiment faire attention là-dessus. Et vu que, enfin, je préfère, oui, contre l'USD ça va, mais c'est parce que Bitcoin pump. Mais sinon, ouais, tant que Zcash contre BTC ne récupère pas au moins ce niveau, moi je suis pas intéressé par prendre une position longue là-dessus. Après oui, si vous tradez contre l'USD, il y a toujours de l'argent à se faire, mais pourquoi ne pas directement trader Bitcoin? Quantum, même chose, hein, sur Quantum. Ça, je me souviens qu'il y avait, enfin, et je fais partie des gens qui ont holdé Quantum pendant tout un moment. J'ai holdé Quantum pendant vraiment tout un moment. Et je crois que je suis sorti. Je ne suis pas sûr. Je crois que je fais partie des gens qui sont sortis ici. Donc vraiment en mode... ouais. Après j'ai quand même évité tout ça, donc ça va. Mais j'ai dû quand même perdre pas mal d'argent avec cette bêtise. Donc le hold de 2017, moi ça m'a un peu traumatisé, je pense. Mais bref, donc Quantum, pas fan. Si on regarde, on a aussi ça ici, donc on pourrait considérer que c'était un fake out, tant qu'on ne récupère pas au moins ce niveau aussi. Et même si on récupère ce niveau aussi, on a toujours celui-là avant. Donc qui sait combien de temps est-ce qu'on pourrait rester là-dedans. Pas forcément intéressé. Puis je vais regarder One. Waouh, One. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus entendu parler de ce truc. L'interopérabilité. C'était l'époque, c'était quoi? C'était One. Aeon. Oh là là, non, c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est que... Alors, le seul truc positif, on va dire, là-dessus, c'est si à un moment on a vraiment un pump. Dans le sens où... bon, pour voir, ça c'était niveau de support. Si on récupère ça, ça pourrait être bien. Il faudrait récupérer. Sinon, en dehors de ça, je sais pas. Une fois qu'on récupère ça, peut-être. Et ça pourrait faire un mouvement à la ICX très très puissant. Donc à l'époque, on parlait beaucoup de One, Aeon, ICX. Alors l'interopérabilité en ce moment, c'est un peu pas trop ça. Et il y a d'autres projets qui proposent des trucs qui sont autrement plus intéressants. Fondamentalement, je sais pas ce que ça donne en ce moment, One, mais pas super fan. Même si ça pourrait donner quelque chose. Ici, ça pourrait donner quelque chose.
On peut regarder, enfin ça, vous pourriez éventuellement ajouter ça à votre liste en disant ok, si on récupère ça ici, ce que vous voulez voir c'est un mouvement rapide, et à partir de ce moment-là, au moins chercher ce sommet ici. Ouais, ça pourrait être pas mal si jamais on récupère le niveau. Et je dis si parce qu'à chaque fois, je vous ai montré ce qui s'est passé sur Eve. Il faut faire attention. Dot. Alors Dot, je sais que j'avais bien aimé le chart en... Je dis j'avais. Même si... dans le sens où j'ai failli prendre un trade là-dessus. Oh là là. Donc il y avait ça hein, qui était... voilà, quoi qu'on tient toujours le blick. Hein, et on pourrait tout à fait clôturer le 4 heures au-dessus. Peut-être, je sais pas. Il reste encore 1 heure. Sinon, si on récupère, qu'on clôture dans le vert, ça pourrait être positif. Mais Dodge, je me souviens avoir vu ça, je me suis dit waouh, c'est visible en daily, ça pourrait être intéressant. Sauf qu'on peut voir qu'on a eu la cassure, on retrace, on est plus ou moins sur ce support, donc ça pourrait aller. Si jamais on arrive à clôturer dans le vert et faire un truc comme ça, Dot, ça pourrait éventuellement le faire. Je vais regarder la paire BTC. Oh là là. Ça, c'est pas bon. Je suis en daily. C'est quoi? C'est donc on a une consolidation depuis le 20 février, donc ça fait déjà une vingtaine de jours. On est au sein d'un range, hein. On peut le voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On perd le support. Donc c'est pas forcément ce qui... Alors on est éventuellement... Wow. Ouais, je crois que je prendrais ça. Hein. Même si on a encore du support ici. On a différents supports intermédiaires. Hein. Donc ouais. Je peux pas être trop négatif là-dessus parce que peut-être qu'on va récupérer le niveau, faire un truc comme ça. C'est tout à fait possible. Et on est all-time high. Donc peut-être que c'est simplement un check-out. Je sais pas trop là-dessus. Si on clôture dans le vert en 4 heures, en fait, ça pourrait être un premier signe pour moi sur Dot. Et à partir de ce moment-là, le stop se met ici en dessous. Donc pourquoi pas. Et de toute façon, tu m'avais demandé contre l'USD, hein, Quentin. Donc voilà. Et puis je vais faire cake. Pancake. 20 dieu. Alors je sais pas trop quoi penser personnellement de Pancake, de la Binance Smart Chain. Pour moi, c'est un truc qui est fait, alors il y a très peu d'historique aussi, c'est un truc qui a été fait un peu à la va-vite, en mode, ouais, nous aussi on veut participer à tout ce qui est DeFi. On veut aussi participer à tout ce qui est... je sais pas en fait s'il va y avoir des NFT sur... Bah si, sûrement. Donc ils veulent participer à tout l'écosystème un peu DeFi et toutes ces choses-là. Et en fait, si je regarde... Cake, du coup, ouais, il y a ces deux niveaux en fait en daily. Et après, il faut regarder en 4 heures. On est sur support, on a éventuellement fait un swipe, on a un sweep de la liquidité. Ouais, on est vraiment venu chercher ça ici. C'est le genre de truc, quand on voit ça, on peut prendre un long et se dire ok, on peut jouer un bounce. Et avec le stop ici en dessous. Donc éventuellement, pourquoi pas. Ouais. J'ai pas grand chose à dire, hein. On est un peu nulle part. Après on a aussi ce niveau ici, donc faut faire gaffe. On peut voir hein, qui fait office de pivot. Donc support, fake out, résistance, 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 fake out, résistance, on passe au-dessus, support, on passe en dessous, peut-être qu'on fait encore un fake out, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on fait un truc comme ça. Honnêtement, j'ai pas trop de lecture là-dessus. Si on revient ici à 9 $, peut-être que je pourrais prendre un truc, en fonction de ce qu'il y a en intraday. Si on casse ici en dessous, ça commencerait à pas être bon. Et en fait, on peut voir que pour le moment... Enfin, il y a très peu d'historique, donc c'est difficile à dire. Hein. Ça peut tellement faire ça aussi. Hein. Donc ça peut monter, ça peut descendre ou ça peut faire du range. Yeah, super analyse. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait une vidéo de 40 minutes. C'était une vidéo assez longue, notamment parce que j'ai pas mal parlé de cette histoire de 1%, de la manière dont les prix en fait sont poussés par les 99 autres pourcents pour justement ces 1% qui possèdent 90% de la masse de Bitcoin et des cryptos en général.
C'était tout pour la vidéo de ce... On est quel jour? De ce vendredi. En vous souhaitant un excellent week-end. C'était les cryptographes. Tchuss.